Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Tilium. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, Fast Data, une opportunité pour l'e-commerce. Depuis plusieurs années déjà, le Big Data fait partie intégrante des stratégies marketing des entreprises. Cependant, si le traitement d'un large volume de données est important, la capacité à la traiter rapidement l'est tout autant. Le Fast Data consiste donc à utiliser la masse des données collectées en temps réel afin de permettre aux entreprises de transmettre très rapidement la bonne information à la bonne personne au bon moment. Afin d'échanger sur le sujet et de mieux comprendre les enjeux autour de la Fast Data pour les e-commerçants, nous demanderons à nos invités en quoi la Fast Data est devenue un levier de performance pour les e-commerçants, quels sont les enjeux techniques et opérationnels pour exploiter de la Fast Data quand on évolue dans le monde de l'e-commerce, et surtout, comment voyez-vous évoluer la Fast Data dans les années à venir dans l'écosystème e-commerce. Pour en discuter, Pascal Morvan de Tilium, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Igal Cohen de Content Square. Bienvenue dans The E-Commerce Society. Aujourd'hui, nous allons parler Fast Data et s'interroger sur ce concept certes ancien pour certains responsables marketing, mais totalement nouveau pour le monde du e-commerce. Et pour cela, nous recevons Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Michel. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Michel. Et bonjour Igal, c'est une première pour toi. Bonjour Michel, en effet. First Plateau TV ever, tu me disais. Je suis ravi d'être ici. Nous, on a également plaisir à te recevoir. Première question, quand on parle de Fast Data, qu'est-ce que cela évoque pour toi Pascal, pardon. C'est vrai que si on évoque le Fast Data, donc vitesse, rapidité, temps réel. Donc on arrive très très vite à ce mot qui est beaucoup aujourd'hui utilisé, qui est la donnée qu'on peut collecter sur un client, un prospect, etc. On doit être capable aujourd'hui de pouvoir l'utiliser en temps réel. On n'est plus dans l'ancien temps où les entreprises collectaient de la donnée, mais on pouvait arriver à avoir un segment client à 12 heures, à 24 heures. Même certaines technologies mettaient plus que ça pour arriver à adresser le portrait robot d'un client, en tout cas le profiling de ce client. Et c'est vrai que le temps réel, aujourd'hui, j'avais envie de revenir un peu sur le thème, c'était, quand tu disais, c'est une opportunité pour le e-commerce. J'ai plutôt envie de dire aujourd'hui, c'est pas une opportunité, c'est une obligation. C'est obligé, les e-commerçants sont obligés de passer dans cette phase de temps réel, collecter tous les événements et être capable de réagir en temps réel à chacun des signaux qu'envoie un client ou un prospect. Merci Pascal. Alors, à l'instant, Pascal nous parle d'obligation. Ton point de vue, Pierre-Louis, par rapport à cette obligation, mais surtout par rapport au concept Fast Data lui-même. Oui, c'est complètement une obligation. Alors, quand on dit les e-commerçants, on intègre aussi les commerçants qui ont une activité de vente digitale. Bien Par sûr. exemple, moi, dans cette problématique-là, les porteurs de cartes de chez Carrefour, c'est une problématique absolument énorme par rapport à cette question de Fast Data. Ce que je voudrais compléter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que en fait, la big data, ce sont des milliards de lignes. C'est la vraie big data. Et même quand on dit fast data, ça peut pas être du temps réel, et deux, ça peut pas être sur l'ensemble de toute une base. C'est-à-dire que la fast data liée à une big data, des grosses bases de données monstrueuses, en fait, on va activer en mode fast data qu'une partie de cette base. Et cette activation-là, elle va être soit automatique, soit elle va faire l'objet de décisions marketing ou commerciales. Mais il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de penser que c'est toute une base big data qui va bouger d'un coup. Ça, d'ailleurs, c'est techniquement impossible. C'est consommateur de CO2, mais alors on n'en parle même plus, quoi. Et puis voilà. Donc ça veut dire que globalement, la fast data s'applique à une partie de la big data hébergée chez un e-commerçant ou chez un. Impossible d'activer l'ensemble de tous les porteurs de cartes Carrefour en temps réel.
Merci Pierre-Louis pour cette précision. De ton point de vue, Igal, on a parlé donc d'obligations, mais également de méthodologie aussi dans le traitement de la donnée pour que ça puisse fonctionner, une partie de la base de données et pas la totalité en temps réel. De ton point de vue, Igal, qu'est-ce que ça évoque pour toi la phase data? Je rejoins les deux points de vue, dans le sens où justement on va avoir cette dichotomie quantité versus essentialité. Et ce qui est très important dans le... Je vais le garder celui-là. Ce qui est très important justement dans le phase data, ça va être de se concentrer sur de la donnée qui est fraîche, qui va être utile en temps réel. Et tu parlais tout à l'heure, Pascal, de profiling. Finalement, c'est de la personnalisation. Aujourd'hui, on va être en mesure, à travers quelques clics, à travers un comportement sur une home page ou autre, de savoir exactement quelle est l'intention de l'acheteur. Est-ce que c'est sa première expérience sur un site? Est-ce qu'il connaît la marque? Est-ce qu'il est dans une démarche prospective ou d'achat, carrément? Et ça va permettre finalement de connaître qui est l'acheteur sans savoir réellement qui il est. C'est-à-dire on va sortir des patterns, mais avec la régularisation qui se passe actuellement avec les cookies, on ne saura pas qu'il y a Pierre-Louis derrière l'écran, ou Igal, ou Pascal, ou Michel. Merci Igal pour cette précision. Alors justement, on a déjà posé les bases, j'allais dire des contours autour de la phase data, mais de ce que tu peux constater, Pascal, en quoi la phase data est devenue un vrai levier de performance pour les commerçants, pour les e-commerçants? À partir du moment où on arrive à profiler un visiteur en temps réel, et je reviens sur ce que Pierre-Louis disait, d'accord, qui est, on n'a pas l'intégralité de la data, on a la data pertinente. C'est-à-dire quelles sont les données pertinentes pour qualifier un visiteur, c'est quoi son segment, c'est quoi ses fréquences d'achat, c'est quoi ses habitudes, quels sont ses produits préférés. On va définir 20, 50, 100 critères majeurs pour pouvoir accéder à ce fameux Graal du marketing unifié temps réel, où je vais pouvoir enfin utiliser ces données, parce que j'ai en temps réel unifié ce profil, et derrière je vais pouvoir l'utiliser pour mes campagnes de display, pour faire des campagnes sur les réseaux sociaux, pour envoyer ça vers mes solutions de marketing automation. Mais ce qui est important, c'est que la performance, c'est bien sûr aussi d'aider les e-commerçants à optimiser tout ça. Je prends souvent cet exemple, on lance des campagnes de médias ou sur des réseaux sociaux, etc., parce que je suis un client VIP. Sauf que, on imagine, j'appelle le call center, je viens d'être livré d'un produit, je suis très mécontent de la livraison, je suis très mécontent du produit. Si je reçois ce signal en temps réel et que j'adapte le profil, la logique veut que je vais supprimer cette audience ou ce visiteur de toutes mes campagnes. Je dois d'abord résoudre son problème pour assurer la qualité de mon service, pour fidéliser mon client et aussi faire des économies sur le display, parce qu'il y a toute une série de raisons qui font que je dois pouvoir supprimer. Et donc la performance, c'est bien sûr optimiser tout ce qui est ROI, les paniers moyens, par la fidélisation, par la connaissance client, par la personnalisation, mais aussi optimiser tous ces budgets d'acquisition, d'accord, qu'ils soient médias ou sur les réseaux sociaux, en supprimant toute une série, je dirais, de visiteurs qui n'ont pas lieu de faire partie de ces campagnes. Merci Pascal. Donc effectivement, limiter autant que faire se peut ce qu'on appelait souvent en publicité, j'ai oublié... Discrepancy. Exactement. Exactement. Et justement, Pierre-Louis, quand on parle de phase data comme levier de performance pour éviter justement, entre autres, au-delà du ROI, mais également d'optimiser les budgets d'acquisition, quels sont, toi, les autres leviers que tu pourrais voir dans la phase data? On est bien d'accord qu'on utilise une partie de la big data chez un e-commerçant ou chez un annonceur. Là. Donc, il y a une question qui va se poser, c'est le data stream. Je vais définir ce que c'est après. Et la phase data, ça s'inscrit maintenant, de ce que je peux voir, commencer à voir et à lire d'ailleurs, dans une logique de 5G, Internet des objets. Un exemple tout bête. Je connecte tous mes distributeurs de canettes de Coca dans le monde entier et je détermine une règle qui dit par rapport à un data stream, c'est-à-dire une information météo en open source qui va directement taper dans mes bases. Je sais qu'à Auckland, à New Delhi, à Marseille et à Oslo, en temps réel, la température va varier de 2 ou 3 degrés. Donc je vais pouvoir en temps réel modifier mon prix de vente de mon produit. Ça,
ça fait partie de ce qu'on appelle la phase data. C'est-à-dire que c'est pas forcément... Il y a les problématiques médias, évidemment, il y a les problématiques de déperdition d'audience ou de gain d'audience, mais il y a aussi les problématiques qui sont liées directement à l'industrie. Et la phase data, pour moi, il y a le média, mais il y a aussi le côté extrêmement industriel qui peut permettre, grâce aux objets connectés, l'IoT, grâce au data stream, de taper dans la base et de faire réagir non seulement sur une qualité d'audience, une qualification d'audience, mais aussi sur un pricing, mais aussi côté direction des achats, c'est-à-dire est-ce que j'achète 150 000 canettes de coca en plus vides pour les remplir, ou est-ce que je baisse automatiquement mes achats, etc. etc. C'est-à-dire que la phase data, pour moi, dépasse allègrement le cadre du média. Ça va sur de la supply, ça va sur de la vente, ça va sur du pricing, ça va absolument partout. Mais pour ça, il faut une big data qui soit bien carrée, et bien construite. Merci Pierre-Louis pour ces précisions. Donc le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était le mot déperdition que tu évoquais. Non, mais moi je suis en discrépantie. Excuse-moi. Mais moi, il faut que je traduise aussi. Donc, donc on voit que la phase data limite la déperdition en médias, Oui. mais que l'impact, comme tu l'as évoqué à l'instant Pierre-Louis, n'est pas simplement média, elle est également industrielle pour pouvoir faire évoluer les process de fabrication des coca comme on l'a évoqué ici même. De ton point de vue, juste pour Oui, compléter, bien sûr. voir pour un e-commerçant, Mm. de voir que, je prends toujours le même exemple parce que je l'adore, le dentifrice Signal de chez Unilever est tiré, enfin, ou plutôt, la mayonnaise Amora Maille de chez Unilever est tirée par une vente du dentifrice Signal. tout à fait. C'est ce qui s'appelle une sorte de... ça va me revenir. Ça va me revenir, mais c'est pas grave. Là, je peux plus t'aider là-dessus. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que À force de vouloir jouer celui qui a du vocabulaire, ça marche pas toujours. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu te passes de la décision humaine à partir du moment où tu sais ça. C'est-à-dire que la phase data, par du data stream, va elle-même générer des ordres automatiques chez l'annonceur, le e-commerçant, pour pousser tel ou tel type de produit en fonction de la réactivité de son audience et sa capacité ou son appétence à acheter. La récendipité, c'était le mot que je cherchais. Sérendipité, ou- Oui, c'est le hasard en fait. Sérendipité. Exactement. Ah, la Sérendipité. Voilà. Merci. Voilà. J'ai fait un anagramme. Tu m'excuseras. On gardera pas le montage. ça, Exactement. Donc cette fameuse sérendipité business, c'est-à-dire le fait que je vende plus de mayonnaise me fait vendre aussi plus de dentifrice, qui est complètement illogique d'un point de vue C'est pas naturel. Hein. naturel, effectivement. Ça aussi, c'est des choses que peuvent détecter des éléments de type phase data, en tout cas que le À partir concept du permet. moment où le data stream est correctement construit et tape là où il faut taper dans la base de données et ensuite génère l'ordre d'affichage d'une bannière publicitaire ou d'un envoi automatique d'emailing qui couple 5 ou 10 produits en même temps, elle devient complètement nécessaire parce qu'à un moment donné, on n'est pas capable, nous humains, d'imaginer que le dentifrice va tirer la mayonnaise. C'est Et clair. encore, le dentifrice tire la mayonnaise qui lui-même tire le paquet de gâteau. Donc l'analyse de sortie caisse, qui pour moi, si je parle trop, tu m'arrêtes. Non, au contraire. C'est moi qui L'analyse de arrête sortie ici. caisse, d'accord, oui c'est vrai. L'analyse de sortie caisse par exemple, qui était la sortie caisse c'est du temps réel, par nature. C'est un data stream. Cette analyse de sortie caisse en temps réel permet donc de modifier en temps réel son programme de CRM, de modifier les stimuli par rapport à ton client final et de modifier ce que tu vas pousser comme type de produit, voire encore une fois de modifier le pricing. Très bien, Pierre-Louis. Je pense que là, on a bien compris effectivement en quoi, d'un point de vue industriel et sérendipité business, effectivement, la phase data a un rôle essentiel à jouer. Alors, mon cher souffleur Igal, que penses-tu justement de cette notion de levier de performance pour les e-commerçants quand on parle de phase data? On a parlé de l'intérêt pour les clients et de l'intérêt justement d'un point de vue process. Il y a aussi l'intérêt pour les entreprises. Le fait d'obtenir de l'information en temps réel, ça va leur permettre d'être le plus réactif possible, d'être agile. Je prends des exemples. Typiquement, chez Content Square, on accompagne des clients qui, lors du Black Friday, vont pouvoir, grâce à ce temps réel, piloter leur stratégie merchandising, leur stratégie d'acquisition, leur stratégie de contenu en temps réel pour être certain justement de fournir la bonne information au bon moment à la bonne personne. Et si jamais on prend un petit peu de recul, quand on parle, voilà, en ce moment, il y a des termes de cyberattaque dont on entend beaucoup parler. Le fait d'être réactif, ça peut potentiellement éviter de perdre énormément d'argent. Donc cette phase data, elle va devenir de plus en plus indispensable justement, soit en levier de croissance, soit pour éviter un gain, soit pour éviter un manque à gagner important.
Merci Igal. Alors maintenant qu'on a compris justement les enjeux autour de la phase data, à chaque fois qu'on parle data et technologie, il y a toujours une question, c'est autour de la gouvernance, de l'organisation, parce que c'est bien de dire on va faire de la phase data, vous branchez les machines et allez, c'est parti comme en 40, mais ça se passe pas comme ça. Alors justement, de ton point de vue Pascal, et j'allais dire tu es au premier chef concerné par cette question stratégique, c'est quoi les enjeux techniques et opérationnels surtout pour exploiter de la phase data? C'est vrai que Tidium est spécialiste de la collecte de la data. Donc, une des problématiques, souvent, j'expliquais, c'est que quand on parle de cette data, il y a plusieurs critères. À un moment, j'avais inventé le 6V. Alors, c'était quoi le V? La vitesse, la variété, la vélocité, etc. La vraie problématique, c'est qu'on a besoin de collecter ces informations. Donc, il faut une brique technologique. Mais ensuite, côté organisationnel, c'est comme on va collecter de l'information depuis de multiples points, d'un magasin, d'un site web, d'un programme de fidélité, etc. On va avoir besoin de consolider cette information dans un point, central de collecte. Et là, après, va se poser la question organisationnelle, qui est propriétaire de la data? Comment je vais partager cette data entre mes équipes? Aujourd'hui, on a plutôt tendance à créer des silos par équipe. Comme ça, chacun a son petit silo et manage ses programmes. Je manage mon programme de feed, je fais mon programme marketing, etc., mais sur mes propres données. À partir du moment où on crée un bac commun, il faut rentrer dans cette gouvernance pour dire qui a le droit de faire quoi, cette donnée, pourquoi je la collecte, et c'est aussi dans le respect du consentement de l'utilisateur, du visiteur, parce que aujourd'hui on est contraint avec tout GDPR, CCPA et autres à obtenir le consentement de la collecte pour pouvoir ensuite l'utiliser. Et comment je vais l'utiliser? Donc c'est vrai que la problématique de gouvernance de la data, elle est très très importante et il faut des outils qui permettent justement de créer cette gouvernance, d'accord, une donnée unique, mais comment après je la partage entre mes équipes pour pouvoir m'appuyer sur un socle commun. Merci Pascal. Donc effectivement, cette notion de gouvernance, elle est vraiment prégnante lorsque l'on veut évoquer, alors lorsqu'on le veut exploiter de la data au sens large, et encore plus de la phase data, parce qu'il y a une question de réactivité, et puis également, j'allais dire, de symbiose entre les équipes pour que cette réactivité, derrière, génère de l'optimisation efficace. Donc de ton point de vue, Pierre-Louis, c'est quoi les enjeux techniques et opérationnels pour exploiter la phase data pour les e-commerçants? Je vais en résonance à ce que tu viens de dire. Je pense que la première... Je m'imagine toujours la première réunion. La première réunion, tu mets qui autour de la table, voilà. Et donc, déjà, tu as monsieur SI, système d'information, monsieur RGPD, c'est la loi, on est obligé de l'avoir, data protection, monsieur directeur marketing, à la limite, direction générale, voire une présidence, pour justement fixer ces objectifs-là. Dans un monde absolument idéal, fantasmatique, le désilotage, c'est-à-dire là, tu disais que les équipes étaient en silo et chacun avait son petit bout. Le futur de la phase data, en tout cas ce qu'on doit arriver à résoudre, c'est le désilotage et c'est donc la création de règles automatiques sans qu'il y ait un tampon humain qui doivent s'appliquer sur 5, 10, 15 ou 30 situations différentes. Donc la réunion avec le SI, RGPD guy et puis marketing guy, c'est pas une réunion, c'est 6 mois de boulot dans un château fort où toutes les possibilités intelligibles d'un point de vue humain sont mises sur le papier et ensuite on programme l'utilisation de la phase data qui va elle-même, encore une fois, taper dans la big data. Le monde idéal absolu, c'est une fois qu'on est sorti du château fort et qu'on a nos 300 règles, on programme ça avec une petite louche d'IA. Alors, soyons calmes sur la notion d'intelligence artificielle parce que ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, il faut un cadre technique et en termes de donneur d'ordre automatique. Et une fois que c'est fait, à la limite, on n'a plus besoin des chefs de produits ou des chefs de groupe spécialistes du yaourt ou la bière pour que ça se fasse automatiquement. Pour moi, la phase data, elle est là. C'est exactement ça qu'il faut... C'est le but ultime. Donc une transformation profonde de l'entreprise pour le coup. Là, elle est concrète. Complètement. Quand tu dis on n'a plus besoin de chef de produit ou chef de groupe. En tout cas, ils font autre chose que de s'occuper d'une activation X ou Y. Donc on optimise leur fonction. Mais on va ils poussent le bouchon jusqu'au bout, poussons-le, et on disait, maintenant, on va dire, il y a la direction des achats, il y a le patron de la supply qui doit être là, il y a le patron du pricing, quand c'est pas la supply, etc., qui doivent eux aussi se mettre d'accord autour d'une table sur des règles. Aujourd'hui, la direction des achats, le procurement, il est quand même un petit peu à part encore chez de nombreux industriels.
cette notion de fast data, taper dans des bases de données big data, obligatoirement, à un moment donné, ça va poser des problèmes de supply, ça va poser des problèmes Enfin, ça va poser des questions. Donc encore une fois, cette notion de gouvernance qui va aussi Ouais. se poser non plus seulement au niveau de l'outil, mais au niveau de la responsabilité de l'entreprise qui au fait sens quoi. large. Pour Qui donner fait un quoi autre exemple, je reviens sur ce que disait Pascal. Pierre-Louis, on se connaît depuis très très longtemps, on disait qu'on était de l'ancien siècle. Et moi j'ai connu dans l'ancien siècle où les directeurs de marché, celui qui s'occupait du jardinage, celui qui s'occupait des jouets, etc., dès qu'on sortait un catalogue papier ou une newsletter, etc., c'était des batailles pour qui va avoir la première place sur le catalogue ou sur la newsletter et ainsi de suite. C'était les équipes qui s'affrontaient pour essayer d'obtenir la meilleure place. Et une chose qui est apparue, c'est la fameuse personnalisation. Quand on a réussi à personnaliser, et y compris sur le papier, on arrivait à personnaliser des catalogues, etc., il n'y a plus ces guerres de chapelle pour promouvoir son produit et sa gamme de produits. Et je pense que ce que dit Pierre-Louis est intéressant parce que c'est ça aussi, partager la donnée avec les équipes et d'aller au-delà que du simple marketing qui aujourd'hui utilise cette data, mais le marketing il est aussi dépendant de la logistique, il est aussi dépendant des achats. S'il n'a pas la bonne information, faire des campagnes pour promouvoir des produits sans avoir les achats, sans avoir la logistique, c'est aussi dépenser de l'argent peut-être inutilement. Donc la phase data, d'une certaine manière, va accélérer l'interopérabilité entre les différentes équipes. Certains diront des silotages, par exemple. Igal, ta vision sur les enjeux techniques et opérationnels pour exploiter la phase data. Non, mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, Pierre-Louis. Je pense qu'il y a une énorme conduite du changement en fait à opérer. Et il faut définir justement quelles sont les informations qui soient les plus utiles pour aider dans la prise de décision. Ça, c'est vraiment l'ultime goal. Et au préalable, après, pour rejoindre ton point, justement, consolider l'information, enfin, collecter déjà l'information dans un premier temps. C'est pas parce qu'on la génère qu'on la capture. Je prends l'exemple, là, aujourd'hui, on est recordé, mais on parle toute la journée. C'est pas pour autant qu'on nous enregistre toute la journée. Donc ça, déjà, le fait de collecter l'information, c'est extrêmement important. Ensuite, la consolider. Tu le sauras mieux que moi, mais c'est extrêmement important, justement, que tout soit placé au bon endroit, que ce soit cleané. Parce que si c'est au bon endroit, il faut que le code soit le plus propre possible. Et à partir de là, on peut structurer et découper. Structurer, entre guillemets, ça va nous donner la matière brute, donc la roche, à l'intérieur duquel il va y avoir, entre guillemets, la matière précieuse, le sacro-saint qui est l'information dont on a besoin. Et à partir du moment où on a cette roche, on va la donner à l'artisan qui va la polir. Ça va être un éditeur logiciel, ça va être tout type de parties prenantes et qui vont fournir justement cette information qui va aider dans la prise de décision. Et alors, tout le concept du fast data. Alors justement, cette roche à l'avenir, comment elle va évoluer? En fait, on en arrive à notre dernière question. Comment vous voyez évoluer la phase data dans les années à venir dans l'écosystème e-commerce? On voit qu'il y a un travail d'équipe quand même qui est quand même assez prégnant et qu'en fait même la direction générale doit être entre guillemets impliquée dans ces interrogations-là. De ton point de vue, Pascal, comment tu vois évoluer la phase data dans les années à venir pour l'écosystème e-commerce? Je dirais e-commerce ou pas e-commerce, la problématique est la même pour tout le monde. Je pense qu'on a eu tendance à collecter de la donnée sans pour autant la contrôler, la qualifier, la corréler, etc. On voulait absolument collecter de la donnée. Je pense que du point de vue de Tilium, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut mettre en place des processus, et je pense que c'est l'avenir, c'est de s'assurer de la qualité de la donnée et de faire tout le travail en amont avant de l'envoyer dans ces technologies. Parce que si l'information que l'on collecte n'est pas de qualité suffisante, qu'elle n'est pas corrélée en temps réel, etc., forcément les stratégies marketing, de vente, de logistique, etc., que je vais vouloir monter sur ces données, elle va être erronée. Donc, pour moi, le focus, c'est des outils qui permettent de collecter la donnée en temps réel, mais surtout de la contrôler dès le point de collecte. On ne va pas aller corriger en aval cette donnée. On voit trop aujourd'hui des entreprises qui collectent de la donnée et après qui demandent à des data scientists, à toute une série de troupes techniques d'aller, il faudrait rattacher ça avec tel champ, etc. Donc à partir du moment où on retravaille en aval la donnée, forcément, je ne peux pas être en temps réel. Très bien. Merci et Pascal. C'est pas forcément très rentable en plus. Non, c'est pas rentable en plus. Mais
c'est pas rentable, je bâtis des stratégies digitales sans m'assurer de la qualité de la donnée, en tout cas digitale, que j'ai pu collecter. Et donc c'est vrai que des fois ça peut être absurde de se dire ah ouais, je monte des super stratégies, mais je suis pas sûr de la qualité de la donnée. En tout cas, ce que je retiens, c'est cette notion de contrôle, de maîtrise de la donnée en amont pour éviter tout un tas de frais annexes, comme tu l'as évoqué à l'instant. De ton point de vue, Pierre-Louis, c'est quoi l'avenir de ce concept de fast data pour l'e-commerce ? Je pense qu'il va y avoir deux évolutions parallèles. Il y a la pénétration des CDP, donc les Customer Data Platform, et puis cette notion de fast data avec les écueils qu'il faut éviter, comme tu l'as dit, c'est-à-dire la qualité de réception de la donnée et le travail en amont. Si le travail est correctement fait en termes de réception de données, qu'elle est bien nomenclaturée et qu'elle est bien rentrée dans une CDP, à ce moment-là, la CDP devient un filtre entre la big data et la fast data, c'est-à-dire que c'est grâce à la CDP, c'est la CDP qui va commencer à donner des ordres et à modifier les éléments créatifs, les stratégies d'achat, les canaux d'utiliser en termes de médias, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, la fast data ne peut fonctionner que si elle est adjointe à un outil de type CDP. Je ne dis pas que... voilà. Et en plus, la CDP a beaucoup plus d'avenir qu'une DMP qu'on a vu en 3 ans. C'est, voilà. Le deuxième futur, c'est d'un point de vue commerce, enfin clientèle par exemple, ou type de secteur, c'est d'abord les e-commerçants évidemment, ça va être les distributeurs, mais il y a des annonceurs qui n'ont pas besoin d'une data chaude, parce que la phase data c'est par nature une data chaude. Un constructeur automobile dont le cycle de vente est extrêmement lent, tu possèdes une voiture pendant 7 ans en moyenne, enfin mais ça a baissé depuis les offres LOA, mais tu possèdes une voiture pendant 5 ou 7 ans. La notion de récurrence de l'achat, de conservation à la marque, etc., ne nécessite pas forcément une consommation de fast data. Par contre, tous les produits à très très forte rotation, donc tous les distributeurs, mais aussi les fabricants de yaourts, eux, à un moment donné, ne serait-ce qu'en termes de connaissances clients, ils vont être obligés d'y passer, c'est obligé. L'avantage de la CDP, c'est que ça permet de gérer le data flow, enfin le data stream, et l'outil. Donc tu confirmes encore cette notion de maîtrise de son patrimoine data d'une certaine manière. Il y a un chiffre qui est sorti dont je ne me souviens plus exactement, mais là on commence à dire que les assets digitaux des gros industriels dans le monde, en termes de valeur, sont supérieurs à leur propre valeur marchande en termes de produits. C'est-à-dire que leur premier bien, c'est la virtualité. Merci Pierre-Louis pour ces précisions. Igal, tu vas avoir le privilège du mot de la fin. Tu as le privilège de faire ta première télé ever, donc tu vas faire ta première conclusion télé ever sur cette fameuse question, comment faire évoluer, comment va évoluer la fast data dans les années à venir, de ton point de vue? On parlait de matières précieuses tout à l'heure. Tu disais que justement les assets digitaux par rapport aux assets tangibles étaient plus importants. La data, elle va être omniprésente. Elle est déjà omniprésente. On dit que la 4e révolution industrielle va être guidée par la data. Aujourd'hui, la machine à café, elle est connectée. Notre four, potentiellement, il va y avoir des logiques autour de l'IoT, de predictive maintenance. On va appeler un technicien avant même qu'il y ait une panne. Donc, tout l'enjeu, en effet, c'est d'avoir cette donnée qui soit fiable, qui soit intelligible et dont on puisse se servir. Je fais un petit mot de la fin, peut-être sur Content Square, je me permets. On a fait l'acquisition. Tu peux. C'est des sujets justement qu'on prend à bras le corps. On a fait l'acquisition récemment d'une société qui s'appelle Upstride, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et le deep learning. Et hier, j'étais assis justement à côté d'un chercheur et qui me montrait un pilote autour de ce qu'on appelle le similarity search. Alors, je ne suis pas spécialement technique, mais on a simulé le fait de passer en commande une casserole qui était en rupture de stock. Et grâce à un algorithme de computer vision, l'ordinateur a compris que mon intention était d'acheter une casserole et m'a proposé d'autres casseroles, sans que personne n'ait indiqué finalement à cet ordinateur qu'il s'agissait d'une casserole. On a commencé à me parler justement, j'ai essayé de creuser d'impacts neuronaux. Je vous avoue que j'ai trouvé ça particulièrement puissant. J'ai pas tout compris, mais ça montre un petit peu le champ des possibles et surtout à quel point on va être gouverné finalement par cette IoT, par cette robotique, par toute cette information. Donc data is the new oil ou data is the new gold. Je sais pas, mais
Les deux à la fois, je pense. Voilà, Je les pense deux à que la derrière fois. la valeur, on est tous d'accord pour se dire qu'elle est précieuse pour chacun d'entre Voilà. nous. Et surtout pour les entrepreneurs, les commerçants et les technologies que tu représentes, Pascal, et également Igal, et bien sûr les annonceurs que représente également Pierre-Louis. En tous les cas, messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. De nous avoir sensibilisés sur cette notion de fast data. Avoir de la data, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut encore savoir l'utiliser, la maîtriser, en faire, la polir d'une certaine manière, partir d'une pierre, mais également de voir ce qu'il y a à l'intérieur pour trouver une pierre précieuse et augmenter la valeur, peut-être même plus grande valeur que les produits eux-mêmes, comme tu le disais, Pierre-Louis, il y a quelques instants. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci, Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de la phase data pour les e-commerçants. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Tilium pour leur soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.